Bonjour tout le monde. Je tiens à vous remercier. Je vais mettre là, je vais être au milieu. Bien entouré. En votre nom, au nom de la Chambre française de commerce et d'industrie, je remercie c'est Aziz, c'est Amine, c'est Khalid d'avoir répondu présent. Donc en fait, on a voulu avoir ce panel pour un peu donner un peu plus, encore plus de profondeur à ce que Yassine Warato et Samir Salk ont partagé avec nous. Et donc j'aimerais bien vous interpeller sur une première question par rapport à ce que vous avez entendu, découvert, parce que vous avez découvert les résultats de l'étude. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ce sont des choses qui vous vous êtes retrouvés finalement dans votre propre définition, qui est peut-être même individuelle, elle ne représente même pas vos organisations, mais sur la notion de performance? Est-ce que ce sont des choses qui vous ont parlé et qui vous ont paru cohérents avec votre propre définition et le cas échéant, rectifier ou compléter par rapport à ce que vous attendiez à voir? C'est Khalid peut-être? Pourquoi pas? Le plus difficile de parler au début. Enfin, moi je pense que c'est une étude qui est très bonne, mais c'est un peu une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on veut y mettre. Finalement, on retrouve les histoires de stratégie, d'objectifs, de performance, de valeurs, etc. On n'arrive malheureusement pas à une définition très précise en un mot, surtout dans notre contexte actuel qui est particulier. Parce que notre contexte, il a deux caractéristiques. D'abord, c'est un contexte difficile parce que les ressources humaines ne sont pas bien formées et l'environnement est difficile. Problème de circulation, de cherté, de prix, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être performant dans un pays comme le nôtre quand vous devez avoir, dans tous nos secteurs actuellement, tous les gens qui sont dans cette salle, les mêmes résultats que dans un pays européen? Nous devons avoir les mêmes résultats secteur par secteur, avec des moyens qui sont strictement différents. C'est-à-dire nous devons avoir des résultats de pays développés avec des moyens de pays sous-développés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième caractéristique actuelle, c'est là où se pose la question de la performance. Comment j'arrive avec des moyens d'un autre monde? La deuxième chose, c'est le contexte de crise actuelle. Nous faisons tous, dans tous les secteurs, excepté l'automobile probablement et certains secteurs informatiques, nous avons tous de la décroissance, des rétrécissements de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'être performant dans ce contexte? Comment dire à quelqu'un, un commercial, tu es performant alors que son secteur, que son marché baisse de 30% et que lui a peut-être baissé de 30 ou de 20%. C'est un cas typique. Comment dire à un commercial, tu es performant quand il a fait moins 20%? Il vous dit, le marché a fait moins 30. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il est performant? Donc voilà la difficulté qui n'est malheureusement pas, qui ne ressort malheureusement pas dans cette très bonne étude, qui est dans le déclaratif. Il dit aux gens, qu'est-ce que c'est que pour vous la performance? Et il donne des définitions qui sont très intéressantes, mais on a l'impression que ce sont des définitions de gens apaisés. Voilà. Très bien. Je commentais très légèrement en disant c'est peut-être aussi ce qui est ressorti. C'est qu'il y a tellement de définitions, ce que disait Cicelco également dans la revue internationale, que finalement on n'arrive pas à la cerner, cette notion de performance, et que sa complexité démarre là peut-être de quoi on parle. Et j'ai envie de me retourner vers Siamil Benchkri et de te faire réagir, si tu le permets, par rapport à cela, par rapport à ce que disait Khalid, par rapport à ce qu'on a entendu avant. Cette notion de performance, comment tu l'as vécu jusque-là? Comment tu la vis aujourd'hui dans une entreprise? Je le rappelle que Siamil Benchkri est directeur général de sa presse. Un environnement très particulier, très challengé par les nouvelles technologies, très challengé par les nouveaux comportements et les pratiques. Comment est-ce qu'on peut parler de performance dans cet environnement-là? Pas spécifiquement, mais je t'interpelle également par rapport à ton univers. Ok, merci Reda. Je crois que la complexité qui ressort à travers l'étude, on la retrouve également dans des secteurs qui sont en difficulté, mais je ne pense pas que ce soit l'exception de notre secteur. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que 73 ou 75% sont dans une logique. Rapprochez-vous du. Oui, voilà, collez le micro sous votre. Merci. À la Michel Drucker. À la Michel Drucker, ok. Il y a un chiffre qui est ressorti, c'est à peu près 73 ou 75% des entreprises se trouvent dans des environnements, des contextes de changement organisationnel. Et je crois que les gens ne s'amusent pas à changer d'organisation s'il n'y a pas une bonne raison pour le faire. On est dans un environnement de plus en plus changeant, compétitif, où des modèles naissent et peuvent mourir très rapidement faute de business case qui est périn. La performance aujourd'hui se mesure également par sa capacité à continuer à exister.
Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question, est-ce que demain je serai là dans un contexte qui est en train de changer d'une manière phénoménale, hein, que ce soit en interne ou dans notre environnement. On est tous plus ou moins connectés, malgré les mesures protectionnistes qu'on peut imaginer dans certains secteurs d'activité. Mais je pense que de toute façon, on est influencé par ce qui se passe à l'extérieur. On est également influencé par l'intensité concurrentielle qui est la nôtre sur notre marché, où finalement, je ne crois pas qu'il y ait un seul marché aujourd'hui qui soit protégé à l'image de ce qu'on a vu dans les années 70 ou 80. On est dans des marchés extrêmement concurrentiels. Et à mon avis, la performance aujourd'hui, c'est d'abord continuer à exister tout en pensant à l'avenir. Mais c'est un exercice de yo-yo qui est extrêmement compliqué et difficile, parce que parfois, dans certaines journées, on se pose la question, est-ce qu'on est en train de construire l'avenir? On est en train de construire tout simplement la survie par rapport à la semaine prochaine ou la fin du mois. Et ce sont des problématiques qui demandent une certaine agilité dans la manière de gérer les équipes. Et si Khalid en parlait à juste titre, comment continuer à motiver quelqu'un sur des benchmarks de moins 20% par rapport à l'année passée, alors que et c'est considéré comme une performance dans un marché qui fait moins 30. Je suis d'accord avec vous. Et ça demande d'autres skills en matière de gestion des ressources, de gestion de la motivation, de gestion des ressources humaines, dans un contexte changeant et qui continuera à changer, et ça deviendra la règle et ça continuera à être la règle. Et finalement, c'est la performance, pour résumer, si tu permets, c'est de pouvoir s'adapter à ce changement continuel, continuer à se battre pour exister, tout en restant dans la sérénité, parce que c'est jamais évident, quand on est sous pression, par rapport au lendemain, de continuer à penser à l'avenir et de rester serein pour construire et rendre ses collaborateurs sereins. Voilà. Merci Siamine. Donc ce que je retiens par rapport à ce que disaient Khalid et Siamine, un contexte particulier changeant, des moyens de pays plutôt en développement et des résultats et des ambitions de pays plutôt développés, parce qu'on est aussi entre les deux rives. Et ça me permet de faire une bonne transition vers Aziz Torres. Aziz, je le rappelle, est aujourd'hui expert, connu, reconnu, qui a une très grande expérience, et je vais peut-être t'interpeller, Aziz, si tu le permets, par rapport aussi à des responsabilités que tu as eues sur plusieurs marchés à l'international, différents pays, plusieurs dizaines de pays, de marchés sur lesquels tu as piloté des business, lancé des marques, reformaté des business, etc. Mais également ta connaissance de l'entreprise marocaine, où tu as dirigé un certain nombre de structures, et t'interpeller sur cette notion de contextualisation. Est-ce que vraiment la performance est perçue différemment d'un marché à l'autre? Est-ce que aujourd'hui on peut lui donner, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de fondamentalement transversal qu'on va retrouver, quel que soit le contexte, mais également quel que soit le marché, la culture, etc. Merci Reda. D'abord, je remercie l'équipe qui a travaillé sur les études et qui a essayé en fait de répondre à une question difficile et qui, à mon sens, n'a pas de réponse. Parce que la performance est plus, je pense, un sujet de philosophie que scientifique. Et donc, finalement, c'est une question de conviction. Chacun, à travers son expérience, sa culture, son vécu, a une certaine définition de la performance qu'il applique au sein de l'entreprise pour arriver au résultat voulu. Maintenant, pour revenir à ta question, j'ai eu la chance de travailler sur certaines cultures qui sont parfois très différentes de celles marocaines, qui va de la culture américaine jusqu'à la culture russe, même entre les Européens, les Allemands et les Italiens sont très différents. Et donc c'est important d'essayer quand même, malgré la complexité de la définition de la performance, de modéliser et de trouver quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien, parce que quand on est DG d'une boîte, on ne peut pas s'amuser à réfléchir tout le temps, toutes les journées, mais qu'est-ce que c'est que la performance? On fixe une définition et on avance. Alors, personnellement, ce que j'ai toujours appliqué, c'est qu'on est toujours mauvais à s'auto-évaluer. En fait, si on s'auto-évalue, on se redonnera toujours une note supérieure à celle qu'on mérite. Donc, c'est important d'un peu voir la performance, comment elle est perçue par les acteurs externes. Et là, généralement, il y a 4 axes. Il y a le côté client, parce qu'à la base, l'entreprise, elle offre un service, un produit à des gens pour qu'ils l'achètent.
Donc comment on évolue, et là les critères c'est le chiffre d'affaires, la part de marché en valeur, en volume, les études de satisfaction client, les comparaisons de vos produits. Donc un peu ce qu'on appelle dans le jargon un peu anglo-saxon le top line. Donc comment on mesure le top line et comment il évolue. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle le bottom line, c'est-à-dire qu'on peut faire des produits, on peut vendre, mais finalement, il faut faire de l'argent. Et donc ça, c'est l'axe actionnaire, parce que à un certain moment, des gens ont mis de l'argent dans le capital, ils attendent un retour sur investissement, et il faut bien satisfaire leurs exigences. Ils peuvent être patients de temps en temps en disant « Ok, c'est une mauvaise année », mais il faut bien suivre le retour sur investissement et voir si l'entreprise est profitable, parce que sinon, elle ne sera pas pérenne. Et donc ça, je dirais, c'est des mesures un peu hard qui s'appliquent partout dans le monde. Hein. C'est dans toute présentation multinationale, on commence par voilà mes chiffres de top line, voilà mon chiffre de bottom line, et après on essaie d'expliquer. Le reste, c'est de l'explication, parce que les chiffres ne mentent pas à la fin. Et donc, je vais rajouter un troisième et quatrième axe, parce que parmi tous les autres moyens, donc on peut parler de moyens informatiques, de moyens financiers, etc., je pense que le capital humain est le moyen le plus important pour améliorer la performance. Parce que... Quel que soit le secteur d'activité ? Quel que soit le secteur. Parce que finalement, quoi qu'on veuille faire, c'est-à-dire on peut dire, ok, l'outil informatique. Mais l'outil informatique, finalement, il y a quelqu'un qui a décidé quel outil informatique on va utiliser. Donc c'est une décision de personne. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un derrière qui a décidé que. Et donc, les compétences, la culture, la façon de faire de cette personne qui a contribué à ce que va vivre l'entreprise pendant des années est importante. Donc, souvent, et quand on voit un peu les études à l'international, la performance est très corrélée à la qualité et l'engagement des employés. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est encore sous-développé au Maroc. C'est la faculté à mesurer l'engagement des employés envers leur entreprise. Il y a des méthodes reconnues mondialement. Je pense que c'est quelque chose encore de sous-utilisé au Maroc pour réellement dire, bon, finalement, est-ce que les employés, de façon anonyme, adhèrent à la stratégie, sont engagés, pensent que leur entreprise va réussir. Là, Aziz, tu parles par exemple de tout ce qui est enquête de climat social, ce qu'on appelle les cultural surveys, enquête de culture, qui essaient de mesurer un peu le niveau d'engagement d'entreprise par rapport à leur stratégie d'entreprise, par rapport à leur quotidien, et qui sont effectivement une pratique peut-être en développement, mais encore très peu utilisée effectivement dans l'entreprise marocaine. Et puis le quatrième axe, qui est aussi, je pense, souvent sous-estimé, c'est ne pas oublier que l'entreprise, au-delà de servir les clients, les actionnaires et ses employés, est un acteur social. C'est, comme on dit, c'est une personne morale, et donc il y a aussi des devoirs. Et donc c'est très important pour une entreprise, si elle veut être pérenne, de s'inscrire dans une logique sociale, d'être en fait comme un individu participant au développement soit de sa ville, de sa communauté, de son pays, de sa région, de son secteur. Donc on le voit aujourd'hui à travers les sponsors en fait qui financent cet événement. Hein. C'est pas nécessairement un retour sur investissement direct que de financer ce genre d'événement, mais ça permet de favoriser l'échange, de contribuer au développement de l'écosystème économique marocain et indirectement de contribuer à son propre succès dans le futur, parce que plus le Maroc se développera, plus les entreprises qui y opèrent se développeront. Donc c'est un peu pour résumer, je pense, personnellement, comme j'ai travaillé dans beaucoup de pays, il faut bien, et comme j'ai travaillé dans des multinationales, on est aussi un peu cadré dans un certain sens. J'ai souvent, quand j'ai eu à conseiller ou à gérer des entreprises, utilisé ces 4 axes. Le côté client, le côté actionnaire, le côté employé et le côté communautaire, on va dire. Merci Aziz. Je me retourne vers toi, Khalid, pour t'interpeller. Le groupe Ecomédia est un acteur du monde des médias, mais c'est d'abord une entreprise qui se doit d'avoir une performance, qui est un acteur également du monde académique, j'ai envie de dire, à travers l'école de journalisme. Donc, dans cette présence multisectorielle, comment est-ce que l'entreprise que tu diriges aujourd'hui approche cette notion de performance et
la ramènent finalement au quotidien dans le souci des collaborateurs, dans leur pratique quotidienne, pour qu'à la fin, on puisse mesurer, peut-être selon les 4 axes, on va retenir ces 4 axes, le temps de ces tables rondes comme les 4 axes de référence, les mesurer en top line, en bottom line, en RSE et puis en capital humain. Est-ce que tu peux partager avec nous un peu vos pratiques sur ce sujet? Je reviens juste sur le mot. Enfin, il a dit un mot, je pense sans le voir, il dit la performance se mesure, hélas, en fonction du chiffre d'affaires. Je pense que vous avez dit le mot hélas sans vous en rendre compte, mais on revient encore une fois au chiffre d'affaires, au chiffre d'affaires réalisé par personne, quand elles sont directement liées à la vente, ou à la maîtrise des coûts, parce qu'il y a ce qu'on vend et ce qu'on achète, enfin ce qu'on achète ou ce qu'on dépense, soit la maîtrise des coûts. Donc on ne sort pas de toute façon, parce qu'in fine, dans la mesure où vous êtes une entreprise, vous êtes guetté par ce chiffre. C'est l'équilibre financier. Quand tout va bien, c'est le bénéfice et le chiffre d'affaires. Quand ça va mal, c'est l'équilibre financier, c'est la trésorerie, etc. Donc, qu'on le veuille ou pas, tant qu'on est dans une entreprise, et nous sommes tous ici dans ce monde des entreprises, c'est ça qui compte et c'est ça notre outil ultime. Je retiens le malheureusement. Non, le hélas que j'ai repris. Le hélas, qui est un mot. Ouais, on aurait tant aimé revenir aux résultats de l'étude, parler des stratégies et des objectifs, etc. Mais quand tout va bien, et des valeurs. Moi, j'adore ce mot de valeur. Valeur, c'est beau, hein. On a l'impression d'être dans un cours de morale ou dans une discussion philosophique. Mais je vous assure, quand votre chiffre d'affaires fond, c'est la valeur boursière qui compte. C'est exactement, c'est notre valeur, c'est une valeur chiffrée. Tout ça, c'est bien. Mais donc, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, notamment en période de crise ou de difficultés ou d'hyper-concurrence que nous vivons. Alors justement, je ressens par rapport à comment vous le vivez, toi, je me permets de t'interpeller en tant que patron d'entreprise, dans un environnement qui est pas évident, changeant, évoluant. Je le vis en communiquant aux gens la réalité. Moi, j'estime, je n'ai pas d'autre moyen que de prendre les gens pour matures, toutes les personnes, tous les employés, un coursier, un balayeur, on dirait un agent de surface maintenant. Technicien de surface. Technicien de surface ou un cadre dirigeant, un ingénieur ou chez nous un rédacteur en chef. Il faut dire aux gens la vérité. Il faut leur dire les choses marchent bien, nous avons bien gagné et vous allez avoir votre part. C'est un discours qui est très difficile chez les patrons marocains à tenir. Vous allez avoir votre part de la performance globale en fonction de votre performance individuelle. On préfère ne pas trop rentrer dans la performance globale. Et puis, ce qu'on donne, on le donne d'une manière arbitraire. En revanche, il faut voir, si on a ce discours, je pense qu'à l'inverse, quand les choses vont mal, il faut dire aux gens, ça va mal, et bien nous allons tous payer un petit peu de notre poche pour nous redresser. Nous allons payer avec moins d'argent et nous allons payer avec plus d'efforts. Donc pour moi, que ce soit dans un contexte positif ou dans un contexte négatif, je ne connais pas d'autre solution que la solution de la vérité. D'accord. Donc ce sont deux valeurs, je vais te taquiner sur le concept de valeur, qui sont quand même l'ouverture, la transparence, la sincérité et le partage. Parce que c'est quand même des valeurs importantes qui permettent quelque part, dans une logique de respect de ses collaborateurs, parce que c'est un respect que de leur... Oui, absolument. Avoir la présomption qu'ils auront la capacité à intégrer justement dans un sens comme dans l'autre, cet effet de solidarité par rapport aux résultats globaux de l'entreprise. Alors moi je vais ne mettre même pas ce mot de valeur, je dirais juste que c'est un comportement managériel. Il faut avoir ce comportement managériel et il faut également accepter qu'il est difficile à tenir. Exact. Les gens ne sont pas tous matures. Il y a toujours des brebis galeuses qui diront « vous me cachez la vérité, vous gagnez plein de pognon ». Ou à l'inverse, vous allez gagner plus d'argent et vous devez me donner plus. Donc il y a ça, il faut en tenir compte, il faut lutter contre. Et puis il y a des gens qui sont de bonne foi et en général ils sont la majorité. Les gens sont conscients des situations en général de leurs entreprises. Merci Sirali. Alors je me retourne vers toi, Siamine. Je reprends mon micro parce que j'ai l'impression qu'il est un peu mieux réglé que l'autre. Siamine, justement, dans ton expérience, avant ta responsabilité actuelle, tu as été amené à évoluer comme dans des environnements très très différents. La très grande entreprise, la start-up, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais une entreprise en démarrage qui a grandi, qui est passée par les différentes étapes de maturité jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière.
je connais également sur ton parcours des passages par des structures beaucoup plus petites que tu as été amené à accompagner ou à gérer. Et c'est Khalid nous parlait de cette notion de comportement managérial, sincérité, partage, solidarité. Quels ont été, j'ai envie de dire, les éléments, les ingrédients du pilotage de la performance qui ont été finalement indépendants du contexte particulier, de la taille, de l'univers dans lequel tu as évolué et qui t'ont permis de recentrer à chaque fois, parce que je rappelle que le parcours de Siamine est un parcours de succès, même en reprenant des entreprises en difficulté, il a su les remettre sur le train de la performance économique, hein, le top line au bottom line. Quel a été l'élément ou quels ont été les éléments de pérennité de ton comportement managérial, pour faire le parallèle avec ce que disait Khalid, pour justement assurer le pilotage de cette performance? Merci Serda pour cette introduction. C'est vrai que, avec toute modestie, ce que j'ai eu l'occasion de vivre comme expérience, il y a un point commun qui ressort régulièrement, c'est qu'il va falloir penser à désacraliser cette notion de stratégie qui semble être tout simplement l'apanage uniquement du top management. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui s'exécute correctement. Et je crois que cette notion-là n'a de sens que s'il y a un relais entre ce qui est pensé et ce qui est exécuté. Et quand il y a un alignement de l'exécution par rapport à ce qui a été conçu, c'est ce qui permet, in fine, de dire que quelque part, l'entreprise a réussi à sa performance parce qu'il y a un alignement entre ce qui a été pensé, et pas forcément que en haut, parce que penser, ça peut être synthétisé par rapport à un travail collaboratif avec l'environnement externe, avec la base, avec les collaborateurs, etc. Mais tout le défi dans la performance, c'est de pouvoir aligner une équipe de son top management jusqu'à la dernière personne dans l'organisation qui semble pouvoir être peut-être dans un organigramme complètement dévalorisé au sens usuel du terme, mais qui a un rôle à jouer, et si elle n'est pas alignée, on ne peut pas réussir ou être performant dans ce qu'on est en train d'exécuter. Donc l'exécution reste un élément clé dans la réalisation de la performance. On a eu parfois des superbes élaborations stratégiques sur papier qui semblaient pouvoir être, disons, qui peuvent être très séduisantes, effectivement. Mais là où le bas pourrait blesser, c'est dans sa manière d'être exécuté. Et je reviens à la dimension humaine de collaboration. Et c'est quelque chose qui est capital dans la réussite au niveau de la performance. Voilà. Merci Siamine. Tu m'as fait rappeler qu'un des anciens CEO de Procter & Gamble qui disait « The only strategy that consumers see is execution ». La seule stratégie que le consommateur, le marché voit, c'est l'exécution. Donc l'importance finalement de s'assurer, peut-être qu'on a une stratégie qui techniquement, si on a un scoring, est moins bonne qu'une autre, mais si elle est exécutable et exécutée correctement, finalement fera la différence. Absolument. Donc des comportements managériaux, mais également la cohérence, l'alignement, pour reprendre ton terme, entre finalement ce qui est pensé, ce qui est voulu, à tous les niveaux de l'organisation, quel que soit le rôle qu'on a joué. Donc ce qui suppose, j'imagine, que les gens sont exposés à cette stratégie, qu'ils ont pris part éventuellement à son élaboration, et puis qu'on le rappelle, et puis qu'ils ont quelque part, je fais le lien avec ce que disait Khalid, ils ont tout intérêt à ce que ça marche, parce qu'ils y voient un intérêt pour l'entreprise, mais également un intérêt soit pour leur développement, soit pour leur système d'intéressement, en tout cas des systèmes managériaux qui permettent, qui se retrouvent. Absolument. Je pense que si une stratégie n'a pas de sens pour la personne au sein de l'entreprise, qu'elle ne lui parle pas, qu'il n'y ait pas un écho, qu'elle ne lui donne pas un sens dans son travail quotidien, ce n'est pas forcément une stratégie qui peut réussir sur le plan exécutionnel. Et c'est là où revient, encore une fois, le rôle capital des ressources humaines en matière d'investissement. Non pas uniquement sur la formation. La formation est un élément du dispositif global. Mais c'est la capacité à communiquer d'une manière régulière sur les bons sujets, dans le bon timing, avec les bons moyens de motivation qui sont derrière pour pouvoir exécuter correctement. Parce que qu'on le veuille ou non, l'intérêt d'un collaborateur, il est une partie prenante au même titre qu'un actionnaire. Il a envie de garder son job, d'évoluer dans un job, d'apprendre, mais également pouvoir améliorer son quotidien et ses revenus. Exactement. Et ça fait partie du mixte de l'engagement de la personne au sein d'une entreprise. S'il ne trouve pas un intérêt par rapport à ce mixte-là,
quel que soit le niveau de communication qu'on y mettra, forcément l'exécution ne sera jamais à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Merci, c'est Amine. Alors, c'est Aziz, dans ce prolongement, cette notion d'exécution, d'alignement, des fois, de par ton parcours, je sais que tu as été exposé à cela, en tant que manager, en tant que leader d'un groupe, d'une entreprise, d'une organisation, on vient, il y a un historique, il y a des ambitions, il y a des parties prenantes dont les objectifs ne sont pas nécessairement convergents, et puis on a besoin finalement de mettre de l'ordre dans tout ça pour aller chercher une certaine performance. Dont la définition complexe est à trouver, partager, etc. Quelles sont, là encore une fois, les recettes, les astuces, les approches, la posture éventuellement du manager, du leader pour pouvoir orchestrer tout ça et donner du sens et finalement, quelque part, qu'il soit lui-même performant dans son rôle qu'on lui a assigné. Alors, pour résumer un peu ta question, c'est en fait l'impact du leadership sur la performance, hein, parce que ta question un peu, c'est que fait un leader et comment un leader arrive à générer de la performance dans un contexte difficile. Je pense, première chose, il faut avoir une vision positive des choses, quelles que soient les difficultés auxquelles une entreprise est confrontée. Un dirigeant se doit de donner une vision positive des choses aux employés. Réels, voici les faits, c'est-à-dire on perd de l'argent, on chute de moins 20%, ça c'est les faits bruts. Mais ça c'est des constats. En fait, ce qui fait la différence, c'est les plans d'action, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et le premier point qui fait pour moi beaucoup de différence, c'est qu'un dirigeant, quelles que soient les circonstances, doit donner une vision motivante et positive de l'avenir. Parce que sinon, les gens ne vont pas suivre. Le succès de demain, picture of success. Voilà, parce que les gens, s'ils sentent qu'un bateau va couler, ils vont essayer de prendre le bateau de sauvetage et aller dans un autre bateau. Donc, il faut réellement toujours essayer de donner une vision positive et réelle. Ce qui n'est pas facile. La deuxième chose, c'est l'engagement, c'est partager, c'est communiquer, c'est dire voilà comment les choses sont faites, mais voilà comment on va s'en tirer, ou voilà comment on va rester premier. Parce que c'est bien, par exemple, quand on est dans un contexte de premier sur un marché, on dit souvent on peut arriver à être premier, mais c'est souvent difficile de le rester. Parce qu'on peut perdre l'énergie qu'il faut pour le rester, parce que les concurrents, ils vont redoubler d'efforts pour essayer de eux devenir premiers. Donc il y a la question d'engagement, et même en anglais on va dire excite, c'est-à-dire c'est excitement. Il faut que les gens il faut que les gens vraiment aient envie de se donner pour le futur de l'entreprise. Après, tout ça c'est on va dire, c'est des paroles, c'est des choses qui se mettent dans une PowerPoint, mais il y a la question de moyens. Donc, une entreprise se doit aussi de se donner les moyens de faire ce qu'elle a dit aux employés qu'elle allait faire. Et souvent, ça, c'est un gap. Parce qu'on peut mettre de belles choses sur PowerPoint, on va faire, mais la faisabilité de ce qui a été promis, souvent n'est pas étudié à l'avance. Et donc, il vaut mieux dire aux gens, idéalement, on aurait pu faire ça, mais on ne peut pas, voilà ce qu'on va faire, et on pense que ça va être suffisant. Et donc, c'est là où l'adéquation des moyens avec ce qu'on veut est important. Et parce que sinon, les gens ne sont pas stupides, ils vont se dire, on nous promet beaucoup de choses, mais il n'y a rien derrière. Et le dernier point qui a été déjà dit, et je le répète, c'est l'exécution. Parce que réellement, au début de l'année, ou au début quand on prend un nouveau job, ou quand il y a une nouvelle difficulté, on réfléchit, c'est du brain power, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Les brainstorming, quelle est la stratégie, les choix, etc. On met ça sur papier. Mais après, c'est les muscles. Il faut aller sur le terrain et faire en sorte que ce qu'on a réfléchi soit réel sur le terrain et non pas reste dans des PowerPoint. Et ça, c'est des skills. C'est des skills, on le sait. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la stratégie que dans l'opérationnel. On les met dans l'opérationnel, ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui sont brillants dans l'opérationnel, mais si vous leur dites de faire une stratégie, ils ne sauront pas.
Et c'est là aussi, dans le capital humain, de s'accompagner de gens qui correspondent à ce qu'on veut faire. Et moi, je dis souvent, la première mission d'un dirigeant quand il prend un nouveau poste ou une nouvelle entreprise, c'est de s'entourer des bonnes personnes, souvent complémentaires par rapport à ce qu'on sait faire. Ça, c'est la clé, parce que ça se passe, souvent le succès d'une entreprise se passe les 6 premiers mois. Parce que c'est là où se définit l'équipe et la stratégie. Après, c'est une question d'exécution. Et c'est un peu... donc, pour revenir à ta question, le dirigeant, il doit donner beaucoup d'importance au début à définir la stratégie, la vision, la communiquer, et faire en sorte qu'il y ait les moyens humains et matériels pour l'exécuter convenablement et mesurer l'exécution. Donc c'est au-delà de top line, bottom line, c'est que s'il y a des commerciaux, qu'on mesure leur performance commerciale tous les mois. S'il y a un service informatique qui doit tourner, mesurons la qualité de service, la qualité. Donc ça, c'est les sous-mesures qui permettent de dire, est-ce qu'on est en train de faire des progrès par rapport à l'objectif global ou on est en train de parler pour rien? Donc c'est un peu, pour résumer, les points essentiels qui contribuent au succès, je dirais. Merci Aziz. Je vais peut-être interpeller la salle pour prendre une ou deux questions. Je sais que le temps presse et qu'on n'aura pas le temps d'en prendre beaucoup. Il y a une question. Je vais me déplacer, je vais vous donner le micro. Si vous voulez rapidement vous présenter, être le plus succinct possible dans votre question et même peut-être désigner à qui vous la posez si c'est spécifique. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour pour vos échanges. Je m'appelle Mouna Srali et je suis en fait coach spécialisé en coaching de dirigeants. Donc en fait ma question, je l'adresse aux spécialistes qui sont devant moi et qui sont à l'origine de ce débat. Quelle est la place justement de l'accompagnement en interne à travers le coaching pour justement s'adapter aux changements qui se passent tous les jours? Merci. Autrement dit, est-ce qu'on peut faire un peu de pub à la profession de madame? Non. Donc, allez-y. Je peux répondre, Aziz, je t'en prie. Non, je peux répondre et je suis bien placé pour y répondre parce que moi-même, j'ai dirigé des entreprises pendant longtemps. J'ai fait une carrière de plus de 20 ans et depuis 4-5 ans, je suis spécialisé en fait dans le coaching des PDG et des DG à les accompagner dans des changements stratégiques de leur entreprise. Alors pourquoi? Moi, je pense qu'au Maroc, c'est un grand secteur et c'est amené à évoluer. Parce que beaucoup d'entreprises, qu'elles soient grandes ou PME, ne peuvent pas investir des ressources permanentes dans des besoins ponctuels. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'entreprise est confrontée à j'ai une stratégie, j'ai besoin de faire ça et ça, ou j'ai besoin d'être accompagné dans le développement d'une stratégie, parce que souvent, on trouve que les directeurs généraux viennent de l'opérationnel et donc n'ont pas été nécessairement confrontés à des problèmes de stratégie globale d'entreprise, donc à être accompagnés, mais l'entreprise ne veut pas payer quelqu'un, salarié, CDI, etc. Elle se dit, j'ai besoin de quelqu'un 1 an, 18 mois d'accompagnement, et après, l'entreprise tournera toute seule. Donc, on peut faire appel à des cabinets spécialisés comme à des coachs qui, en fait, se développent de plus en plus, parce que pour une entreprise, je dirais, c'est plus efficient d'un point de vue économique. Et pour répondre, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, parce que je pense que souvent les entreprises n'ont pas toutes les compétences qu'il faut en interne pour soit mettre en place une stratégie, soit l'exécuter. Perspective complémentaire, peut-être, Amine? Oui, peut-être juste un petit complément, effectivement. Je crois que dans la formation de nos managers, enfin, je ne parle pas uniquement des managers dirigeants, mais des managers de middle management, on a plus tendance aujourd'hui à oublier des dimensions d'accompagnement où on cherche plus à avoir des gens qui sont managers coach que managers tout court. Et la partie coaching au quotidien de ces gens-là devient de plus en plus prédominante dans leur quotidien et que quelque part, on a besoin de formations appropriées pour avoir du manager coach en interne plutôt que d'avoir uniquement de l'externe dans l'accompagnement. Et je crois que c'est le besoin en tout cas que je ressens aujourd'hui par rapport au type de management qu'on recherche. La dimension coaching doit être intégrée finalement au cursus de formation
classique d'un manager. Ça ne doit pas être quelque chose qui vient en plus ou en externe accompagner la formation de nos managers. Voilà. Merci Jamil, on prend une deuxième question. Bonjour, Claude Meunier, je suis consultant permanent chez Jet Contractor. Je voudrais d'abord vous faire remarquer une chose exceptionnelle ici. Vous avez une chambre de commerce française qui est fantastique. En France, on n'a pas ça. Je connais plein de villes françaises, plein de chambres de commerce, et franchement, en France, on dit « Ouais, la chambre de commerce, ils sont pipeaux, ils ont des planques, etc. Ils sont payés par les entreprises. » Sachez que vous avez une chance vraiment formidable d'avoir des gens comme ça qui vous accompagnent, qui peuvent vous aider, profitez-en. Ils sont vraiment exceptionnels, ils le méritent. Vraiment, vraiment. Alors, je suis coach permanent chez Jet Contractor, comme je le disais. Alors, le problème qu'il y a en France, parce que ça fait, en France, au Maroc, ça fait 6 ans que je suis là. J'ai vu diverses entreprises et il y a un gros malaise au Maroc, c'est la rétention d'informations. Il y a des patrons d'entreprises qui ne donnent pas tous les éléments à leurs salariés, donc ils ne peuvent pas vraiment travailler dans une tranquillité qui fait qu'on va être performant. Et vous avez dit, moi j'en ai pas vu, sauf peut-être celui pour qui je travaille, c'est annoncer en début d'année, on va faire ça, on va faire comme ça et tout. Et surtout, après, les mensonges. Ça veut dire que les types, ils ont des gros 4x4, tout ça. Et puis, les salariés sont mal payés. Vous allez chez Jet Contractor, regardez le parking. Tous les gens qui sont là, environ 15 ans d'entreprise, ils ont des grosses voitures, etc. C'est que le patron les paye bien. Donc, messieurs les chefs d'entreprise, si vous voulez que ça marche, payez correctement vos gens. Ne faites pas, quand il faut partager, ne faites pas du pipeau, etc. Et vous arrivez avec la grosse voiture, je vous jure, je peux vous donner des noms. Par contre, j'aimerais que vous me donniez des noms de ceux qui font ce que vous avez dit, c'est-à-dire en début d'année, ils présentent les objectifs, les résultats, etc. Voilà. Merci. Je vais réagir, sinon on prend une question. Bonjour, moi je suis Latefa Skouri, je suis directeur associé au cabinet Smart Move qui est basé à Fès et nous créons actuellement un incubateur pour start-up. Et ma question, en fait, c'est de comment on peut coacher des jeunes qui ne sont pas forcément des entrepreneurs dans l'âme ou qui connaissent les méthodes de développement de leur business. Comment on peut les coacher de manière démocratisée, facile et accessible à ces jeunes entrepreneurs. Voilà. Messieurs, question difficile, vous y répondez quand même. Khalid, tu veux peut-être Moi, je vais répondre par le basique et voilà. tu auras une réponse un peu plus experte. Il faut savoir que c'était la dernière question. Cette histoire d'entrepreneuriat, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux. Moi, j'appartiens à une association qui fait le niveau 1, c'est-à-dire des gens qui ont été jetés par l'école, jetés par la formation professionnelle et à qui on apprend d'être des auto-entrepreneurs. Après, vous avez le niveau 2, des gens qui ont fait un peu d'études et qui veulent être entrepreneurs, et pour lesquels il y a, par exemple, Ingez, etc. Donc, à tous les niveaux, il y a, pour tous les niveaux de l'entrepreneur potentiel, il y a aujourd'hui des organismes de formation et de coaching jusqu'au niveau d'experts ou d'entrepreneurs qualifiés pour lesquels il y a des cabinets spécialisés. Mais c'est une question qui est très à la mode et pour laquelle il y a une offre et un dispositif très important au Maroc. Il suffit d'aller demander. Pour le niveau expert, je pense que... Tu voulais rajouter un... Oui, c'est une question difficile, hein, j'y suis confronté. Hein. Je suis moi-même, à titre de bénévolat, coach au sein d'Endeavor. Hein. Endeavor, c'est un organisme qui accompagne un peu des petites entreprises qui cherchent du financement. Et honnêtement, tout ce que je peux vous dire, c'est que souvent ces entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir des consultants, etc. Donc, il faut faire appel à des gens qui veulent prendre un peu de leur temps et le consacrer à ce genre de choses. Si vous permettez, je vous invite peut-être à voir si Aziz, qui a peut-être une expérience pertinente dans la foulée, parce qu'être performant, c'est aussi finir à l'heure. Et on me fait signe au niveau de la régie. Khalid Biliazid, Amin Benchkri et Aziz Touré, je tiens à vous dire un grand merci. Je vous demande de les applaudir encore une fois pour leur temps, justement, pour leur participation. Notre animateur charismatique, bravo pour ce tour d'horizon et ce concentré de performance. Merci à vous tous.